bonsoir à tous, bienvenue sur LCP et Public Sénat. Bonsoir Steve. Bonsoir Elsa. Événement ce soir, les chaînes parlementaires changent de canal. On passe de la 13 à la 8, Elsa. Et nous vous proposons donc une émission spéciale. Ce soir, nous vous emmenons aux quatre coins du monde, enfin presque Steve. Que révèle notre gestion de la guerre en Ukraine? Quelle voix la France porte-t-elle au Proche-Orient? Sommes-nous armés face aux États-Unis de Donald Trump? En quelques questions, quelle est la place de la France dans le monde? Sommes-nous toujours une grande puissance mondiale? Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas tous les jours facile, regardez. On a une relation spéciale avec la France, moi avec cet homme à ma droite, et j'espère que cette relation va perdurer. Nous voulons la paix, et aujourd'hui le seul obstacle à la paix se trouve à Moscou. Il parade, il s'appelle Vladimir Poutine. Il y a encore des gens qui veulent revenir à l'époque de Napoléon. Ils ont oublié comment cela s'est terminé. Je dis au président Macron, vous êtes du mauvais côté de la justice. Vous êtes du mauvais côté de l'humanité. Nous défendons un cessez-le-feu qui est indispensable, la libération de tous les otages par le Hamas. On l'a entendu, les tensions se multiplient partout dans le monde et la France dans tout ça. Pour répondre à cette question, cette vaste question, nos experts et invités ce soir, Nathalie Loiseau, vous êtes députée européenne du groupe Renew, ce sont les troupes d'Emmanuel Macron notamment au Parlement européen. Isabelle Lasserre, vous êtes journaliste diplomatique au Figaro. Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, expert associé à l'Institut Montaigne. On peut citer votre livre « La guerre des mondes » édité chez Alpha. Enfin, Nicolas Bavrez, économiste et éditorialiste. Votre livre, le sursaut. Bienvenue évidemment à tous les quatre et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On va commencer cette émission en parlant de la guerre en Ukraine. Gros plan sur l'évolution de la position française. Ne pas humilier la Russie au début. Envoi de troupes envisagé aujourd'hui. Que s'est-il passé ces 3 dernières années? Élément de réponse en images avec Baptiste Gargui-Chartier. Regardez. Il y a plus de 3 ans, dans la nuit du 23 février 2022, le monde assiste à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un tournant géopolitique qui marque le retour de la guerre en Europe et recompose les alliances occidentales. Quelques jours avant la déflagration, l'Élysée s'empare déjà du dossier lorsqu'Emmanuel Macron se positionne comme le principal interlocuteur avec Moscou dans la crise que connaît l'Ukraine à cette période. En dépit de cette rencontre diplomatique, Vladimir Poutine passe à l'offensive. Au lendemain des premières frappes, s'ensuit alors une salve de sanctions économiques sur la Russie, soutenue par la France, l'Union européenne et par les États-Unis. Un moyen d'acculer Moscou, la Russie, elle, n'entend pas fléchir et progresse sur le terrain. Alors que le conflit perdure, coup de tonnerre en début d'année, retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, qui immédiatement retire le soutien à l'Ukraine. Ce que vous faites est très irrespectueux envers ce pays. Nous avons déjà bien trop aidé, beaucoup plus que nous aurions dû. L'Union européenne confrontée alors à une question, est-elle capable seule de défendre l'Ukraine? De son côté, la France choisit d'hausser le ton lors de cette allocution télévisée. Notre dissuasion nucléaire nous protège. Elle est complète, souveraine. J'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Ces mots font réagir, à Moscou aussi, où Vladimir Poutine ironise. Il y a encore des gens qui veulent revenir à l'époque de Napoléon. Ils ont oublié comment cela s'est terminé. Paris plaide pour lancer les troupes au sol avec une ligne, maintenir la paix en Ukraine. Le conflit s'enlise peu à peu. Pour l'heure, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni semblent devenir les principaux boucliers diplomatiques de l'Ukraine. Alors la défense européenne prônée par Emmanuel Macron pourrait-elle devenir réalité avec l'appui des 27 ? Alors Isabelle Lasserre, sur ce conflit, est-ce que la France a eu une stratégie claire ou une stratégie un peu ambiguë? Mais totalement ambiguë. Elle est claire aujourd'hui. Elle était claire aussi à l'époque quand la guerre a commencé en février 2022, mais pas du même côté. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a cru pendant très très longtemps qu'il allait pouvoir dialoguer avec Vladimir Poutine et qu'il allait, c'était ses mots en fait, arrimer ce pays qu'il pensait absolument être européen au continent, qu'il allait le rendre raisonnable parce qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Russie de poursuivre cette guerre. Donc c'était en fait regarder la Russie avec des lunettes russes, ne pas comprendre qu'en fait Vladimir Poutine avait une autre stratégie, une autre rationalité.
Ensuite, il a évolué, Emmanuel Macron. Il a commencé à infléchir sa position au moment de Boutcha. Vous vous souvenez de ces massacres, en fait, au moment où les troupes russes qui n'ont pas réussi à prendre Kiev se retirent de la banlieue de Kiev. Et il y a eu des massacres contre les civils absolument terribles qui ont été commis. Et puis, au bout de quelques mois, il s'est aperçu que en fait, il n'arrivait pas à faire changer Poutine d'avis. Mais même là encore, pendant très longtemps, il a vraiment eu un double langage. C'est-à-dire qu'il disait il ne faut pas que l'Ukraine perde la guerre, mais il n'arrivait pas à dire il faudrait que la Russie perde la guerre. Donc on a gardé en fait cette espèce de double, en même temps en fait typiquement macronien pendant très très longtemps. Je crois que les choses ont vraiment changé. À la conférence qu'il a faite au Globsec à Bratislava en juin 2023, où là vraiment il a pris le parti de l'Ukraine, il a même ouvert en fait un chemin vers l'OTAN pour l'Ukraine, alors que la France avait, avec l'Allemagne, mis son veto au sommet de 2008 à Bucarest à l'entrée de ce pays dans l'Alliance Atlantique. Et après, comme ça, il a petit à petit durci sa position jusqu'à devenir aujourd'hui le représentant des intérêts ukrainiens et sans doute le pays en Europe qui défend le plus fermement l'Ukraine. Ces changements de pied, ça révèle quoi ? Ça révèle le fait qu'on a surestimé notre puissance, on a sous-estimé la puissance de Poutine, de la Russie. Comment vous interprétez ça ? Moi, Nathalie Loiseau. La façon dont j'interprète, c'est qu'il a essayé la diplomatie, Emmanuel Macron. Et que ne dirait-on pas aujourd'hui s'il ne l'avait pas essayé au départ ? Le départ, pour nous, Français, on dit 24 février 2022, retour de la guerre en Europe. Ça veut dire que l'annexion de la Crimée, on n'a pas fait attention, que le Donbass, on n'a pas fait attention, qu'on a laissé faire beaucoup de choses. Et Emmanuel Macron s'est retrouvé héritier d'une espèce de somnolence européenne, française mais aussi européenne, par rapport à la menace russe. On ne se réveille pas de cette somnolence d'un seul coup. Donc il a essayé avant la guerre de convaincre Vladimir Poutine de ne pas attaquer. Il a été très français, donc très rationnel. Mais d'ailleurs, François Hollande avait été un petit peu plus offensif que lui, dans mon souvenir, face à Vladimir Poutine. On a l'impression qu'Emmanuel Macron arrive un petit peu en retard à cette prise de conscience. François Hollande n'avait aucune fascination pour Vladimir Poutine, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, les accords de Minsk avait quand même été interprété par tout le monde comme on a réglé le problème de l'Ukraine, on a gelé le conflit. C'était une illusion européenne, notamment française, mais européenne. Et comprendre les buts de guerre de Vladimir Poutine en enlevant les lunettes, j'allais dire, de rationalité française, ça a pris du temps. À Emmanuel Macron, on était beaucoup dans la réflexion, je dirais, cérébrale. Et puis c'est vrai, Isabelle Lasserre a raison, il y a eu Boutcha. Il y a eu cette épouvante qui faisait qu'il était impossible de parler encore à un chef d'État qui avait laissé faire des choses pareilles contre des civils. Et puis il y a eu cette montée en puissance de l'idée que notre sécurité, à nous, Français, à nous, Européens, dépendait du sort de l'Ukraine. Et aujourd'hui, il y a une cohérence dans la position de la France, mais aussi de Friedrich Merz en Allemagne, mais aussi de Donald Tusk en Pologne, qui consiste à penser que aider l'Ukraine, c'est nous aider nous-mêmes, c'est nous éviter une menace plus forte et sans doute des efforts beaucoup plus coûteux dans le futur. Bruno Tertrais, est-ce que ça a changé aussi la manière dont la Russie perçoit la France comme interlocuteur dans ce conflit ? Oui, la Russie a été déçue. Parce que, quelque part, la Russie se fait autant d'illusions, presque autant d'illusions sur la France, que la France s'en fait sur la Russie. En tout cas, qu'Emmanuel Macron et certains de ses prédécesseurs, sauf François Hollande, se sont faits à propos d'elle. Il y a un autre facteur. C'est vrai que Boutcha, tout le monde est d'accord, ça a été un tournant. C'est le seul moment où, alors qu'Emmanuel Macron appelait toujours Zelensky, pour lui demander « Écoute, je vais parler à Poutine, qu'est-ce que tu en penses ?» C'est, dit-on, à l'Élysée, le seul moment où Zelensky lui a dit « Non, je préfère que tu lui parles pas. » Vraiment. Donc Boutcha a été un tournant. Il y a un autre facteur qui a été suggéré à l'instant par Nathalie Loiseau, c'est, je crois qu'Emmanuel Macron s'est rendu compte que son agenda européen, ce qui est probablement ce qu'il espère être son grand héritage de politique internationale, ne pouvait pas avancer avec des positions comme celle-là. Il s'est rendu compte que les pays d'Europe centrale,
pour lesquels il n'avait pas forcément d'intérêt particulier en tout début de mandat, étaient absolument centraux, non seulement dans cette affaire, mais désormais dans l'Union européenne. Et la grande force, là, pour le coup, de la France, même si j'ai énormément critiqué l'attitude de Macron, comme certains d'entre nous à l'époque, mais la grande force de la France, c'est de pouvoir dire après, parce qu'on est une puissance nucléaire indépendante, parce qu'on est membre permanent du Conseil de sécurité, ça sert encore les atouts, ces atouts-là, de dire, tiens, moi, je propose qu'on envisage de mettre des troupes au sol. Ça, je crois que seul un pays comme la France pouvait le faire. C'est aussi, et j'en termine sur ce point, c'est aussi pour cela qu'il a fait un certain nombre de gestes discrets sur la mise en alerte de forces nucléaires pour dire à Poutine, désormais, le dialogue se fait d'égal à égal, entre guillemets, en tout cas de puissance nucléaire à puissance nucléaire. Donc voilà, donc la déception a été probablement mutuelle. Et on voit effectivement dans les réactions des médias et des responsables politiques russes que dès qu'on attaque la France, ça veut dire qu'on a touché juste. Le bilan, Nicolas Bavrez, de la France dans ce dossier ukrainien depuis l'invasion en 2022. Vous dites-vous rôle moteur dans ce réveil, dans ce sursaut des puissances européennes, ou plutôt constat un peu d'impuissance de la France? En fait, je crois qu'il y a eu deux moments, le moment de l'incompréhension du monde et puis le moment de l'impuissance. La période de ces présidences d'Emmanuel Macron, c'est une période assez tragique où le monde a vraiment basculé. Avec l'Ukraine, ensuite maintenant l'élection de Donald Trump et le fait que l'Amérique devient une démocratie illibérale, ce qui est un changement et un choc évident pour tout le monde démocratique, l'Europe en particulier. Et c'est le moment où la décomposition de la puissance de la France s'est accélérée. Donc il y a eu deux moments. Il y a eu le moment de l'incompréhension qui a été rappelé. Et elle n'a pas commencé avec Emmanuel Macron, ça a été dit, mais il y a quand même une particularité. Il y a deux illusions qui sont propres à Emmanuel Macron. La première, c'est l'idée qu'avec son côté égocentrique, en parlant à Poutine ou avec Donald Trump, il va régler les problèmes. En réalité, il ne change rien ni au protectionnisme de Trump, ni à l'impérialisme de Poutine. Et il y avait quand même cette notion qu'il a très longtemps utilisée et qui montrait qu'il n'avait pas du tout compris ce qui se passait, qui était la notion de puissance d'équilibre. On ne peut pas être puissance d'équilibre dans un monde en guerre. On est obligé de choisir son camp. Et là, les choses étaient telles qu'il fallait choisir son camp. Ensuite, il est devenu plus raisonnable, mais il est devenu plus raisonnable à un moment donné où d'abord, depuis la dissolution manquée, la dissolution a été réussie, si je puis dire, malheureusement, mais le résultat fait qu'on a un pays où on n'a plus vraiment de gouvernement et donc au cœur d'une tourmente historique et politique épouvantable. Et quand même, ce qu'il faut voir, c'est, on a parlé du nucléaire, mais sur le nucléaire, on a entendu quelques-unes des propositions, elles sont extrêmement, on va y revenir. Elles sont extrêmement aventureuses. C'est la suite de notre débat. Le partage de la dissuasion nucléaire, c'est avec l'idée qu'elle va être financée en partie par nos partenaires européens, il faut être clair, c'est une folie. Et si vous reprenez quand même 2 secondes sur l'impuissance, je rappelle qu'Emmanuel Macron a limogé dans des conditions scandaleuses un chef d'état-major des armées qui voulait le convaincre d'investir 2% du PIB dans la défense. Et qu'aujourd'hui, il explique qu'il faut mettre entre 3,5 et 5% du PIB dans la défense. On va revenir sur les dépenses. En revanche, il n'y a toujours pas 1 euro de plus tangible qui arrive dans ce système. Donc là, on a un vrai problème, si vous voulez. Le discours est devenu bien meilleur, mais le problème, c'est que le discours n'est pas suivi des actes. Allez, parce que ce débat, on y reviendra sur la question du nucléaire. Diplomatie, si vous voulez, quand les mots divergent avec les choses, eh bien, on a un gros problème. On a 1 heure pour en parler, Nicolas Bavrez. Allez, dans ce conflit, vous l'aviez cité, on parle beaucoup de l'OTAN. L'OTAN pointée du doigt par les Russes. On y reviendra, mais aussi par les États-Unis. Pour le président américain, eh bien, nous ne contribuons pas assez. Il n'hésite pas à nous faire du chantage. Écoutez Donald Trump. Je pense que c'est une question de bon sens, non? S'ils ne payent pas, je ne vais pas les défendre. J'ai été très critiqué lorsque j'ai dit cela. Ils ont dit « Oh, ils violent l'OTAN ». Bruno Tertrais, l'OTAN peut survivre sans les États-Unis? Elle ne pourrait pas survivre de la même manière. L'OTAN, qu'on le veuille ou non, c'est premièrement l'alliance à laquelle on a confié, mais en étant acteur, notre défense collective. S'il n'y a pas de défense européenne, c'est-à-dire que si les Européens ne se défendent pas eux-mêmes, c'est parce qu'on a tous choisi de s'en remettre à une organisation collective, dans laquelle, qu'on le veuille ou non, les États-Unis ont un rôle de leadership extrêmement important. Ce n'est pas eux qui décident de tout, ce n'est pas vrai. En revanche, sans eux,
eh bien, on n'a pas l'expérience de comment ça se passerait. Moi, je crois que si jamais les États-Unis quittaient l'OTAN, ce qui n'est pas possible, c'est envisageable selon vous? Il y a beaucoup de menaces. C'est moins improbable que ça ne l'était il y a un an. Oui. Et ça n'est pas à l'ordre du jour de Trump aujourd'hui. Il ne va jamais si loin pour l'instant. Pour l'instant. Mais avec lui, il faut quand même se méfier. Alors, si ça devait se faire, ou même s'il retirait la quasi-totalité de leurs forces en Europe, ce qui n'est pas non plus à l'ordre du jour, voilà, les Européens devraient se débrouiller sans la figure tutélaire des États-Unis. Et ça, personne ne pourrait les remplacer, ni la France, ni la Grande-Bretagne, ni l'Allemagne, ni la Pologne. Donc on entrerait véritablement dans l'inconnu. Isabelle Lasserre, il faut bien comprendre que cette question de l'OTAN, il faut qu'on la comprenne dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Pour la Russie, la non-adhésion de l'Ukraine est absolument fondamentale. Elle en fait même un prétexte à l'invasion. Comment comprendre justement cette place centrale de l'OTAN dans ce conflit? Écoutez, ce n'est pas que vis-à-vis de l'Ukraine, c'est-à-dire que la Russie de Vladimir Poutine s'oppose systématiquement à ce que tous les anciens pays de l'Union soviétique, sauf ceux qui y sont déjà, et d'ailleurs même là, elle aimerait bien qu'ils en sortent, s'abstiennent de rentrer au sein de l'OTAN. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, ça veut dire basculer du côté du camp occidental, du côté de la démocratie et de la liberté, et ça veut dire quitter la sphère d'influence russe. C'est tout simple. Vladimir Poutine fonctionne encore en termes une partie de guerre froide, de zone d'influence, et donc les États-Unis, contre l'ennemi héréditaire, contre lequel on lutte depuis toujours et qu'on essaye de faire refluer, au moins jusqu'en Europe occidentale, n'ont rien à faire, selon Vladimir Poutine, dans ces pays d'Europe de l'Est et les anciennes républiques soviétiques qui appartiennent, selon lui, à son proche étranger, à sa sphère. Donc, en fait, voilà. Après, il y a une utilisation politique de la part de Vladimir Poutine quand il dit l'OTAN est une espèce de pieuvre qui avance comme ça à l'Est. Évidemment, c'est pas vrai du tout. En fait, la vraie chose, c'est que la vraie question, c'est peut-on en fait dénier à des pays nouvellement indépendants de choisir leur alliance et de choisir entre un système autocratique, autoritaire, d'ailleurs glissant doucement vers la dictature, et le monde démocratique. En fait, c'est ça la seule question. Et ces pays choisissent, ou en tout cas ont envie de choisir, pour ceux qui le peuvent et qui le pourront, le camp des démocraties. Mais est-ce qu'un règlement du conflit en Ukraine est possible, est envisageable sans un règlement de toute cette question autour de l'OTAN? C'est l'une des conditions de Poutine. Poutine, il dit « je veux 5 régions en Ukraine » et la promesse que l'Ukraine n'adhérera jamais à l'OTAN. Est-ce que c'est négociable, ça, Nathalie Loiseau? Et une Ukraine désarmée et revoir l'architecture de sécurité européenne. Mais simplement sur l'OTAN. Si vous pouvez répondre sur l'OTAN. Ouais. Dénazifier aussi. Dénazifier. Alors, si on achète le récit russe, effectivement, on baisse les bras. Et pourquoi pas remettre en place le pacte de Varsovie tant qu'on y est. La question de l'OTAN, mais elle n'était pas sur la table en Ukraine le 24 février 2022. Depuis Bucarest, cette fameuse politique de la porte ouverte qu'on avait décidée, c'était surtout claquer la porte au nez de l'Ukraine et lui dire... tu reviendras un jour, peut-être. Donc c'était un prétexte mis en avant par Vladimir Poutine, qui pendant ce temps-là, à Kaliningrad, mais aussi en Biélorussie, menace très clairement les Européens de l'Ouest. Lui, ce qu'il voudrait, c'est rétablir une forme d'Union soviétique, en tout cas de pression extraordinairement forte, y compris non consentie, sur les anciennes républiques soviétiques. Il voudrait transformer les anciennes républiques soviétiques en Bélarus, ce qui ne fait envie à aucune. Les satellisés, quoi. C'est ce que vous dites. Les satellisés. Il y est arrivé récemment en Géorgie, non pas par les armes, mais en aidant les Géorgiens à une fraude massive. Et aujourd'hui, les Géorgiens tournent le dos à l'Union européenne. Nous avons d'ailleurs été très mauvais en ne réagissant pas assez fort, assez tôt. Mais on voit bien que le projet de Vladimir Poutine, c'est celui-là. Et il refuse l'idée qu'un pays souverain puisse décider indépendamment de ses alliances. Alors, est-ce que l'OTAN de demain sera le même que celui qu'on a connu? Je crois que l'OTAN d'aujourd'hui n'est déjà plus la même. Précisément, vous me faites la transition parce que je voulais vous faire écouter un certain général de Gaulle que vous devez connaître tous ici, parce que la question des relations entre la France et l'OTAN n'est pas nouvelle. Tenez, donc le général de Gaulle en 1966, au moment de la sortie du commandement intégré. Écoutez-le. En raison de l'évolution intérieure et extérieure des pays de l'Est,
Le fait est que l'Occident ne se trouve plus actuellement menacé comme il l'était quand le protectorat américain fut installé en Europe sous le couvert de l'OTAN. La volonté de la France de disposer d'elle-même est incompatible avec une organisation de défense dans laquelle elle est subordonnée. Nicolas Bavrez, en fait, on s'est toujours posé la question, un peu en France, du rôle de l'OTAN, quel pari prendre? En fait, le rôle de l'OTAN, je rappelle que le général de Gaulle est effectivement sorti de l'organisation militaire intégrée, mais la France, lors de toutes les crises de la guerre froide, a été un allié absolument exemplaire. Et que en matière de clarté, pendant la crise des missiles de Cuba, quand l'ambassadeur d'Union soviétique est venu menacer le général de Gaulle, il lui a dit écoutez, monsieur l'ambassadeur, nous mourrons ensemble. Et donc, le général de Gaulle avait une vision extrêmement claire. Il a eu des intuitions qui étaient remarquables, puisque dès 1959, il avait expliqué que si la France devait faire la guerre, il fallait que ce soit sa guerre. Les options qui ont été prises, on a toujours vécu dessus, j'allais dire jusque précisément aux déclarations d'Emmanuel Macron sur le nucléaire. Et il faut savoir que dans la stratégie de Gaulle, en réalité, puisque le conventionnel n'était pas notre point fort, en réalité, le général de Gaulle avait intégré que l'OTAN assurait la défense conventionnelle de l'Europe et donc de la France. Donc, et que par ailleurs, on avait des troupes en Allemagne. Donc, c'était un système qui tenait bien. Aujourd'hui, comme on l'a dit, les choses sont vraiment différentes. C'est vrai que même si Donald Trump n'a pas encore pris de décision explicite, mais ces simples déclarations, son comportement, comme il a été dit, de toute manière font que l'OTAN est très fragilisée, que ça a d'ailleurs aussi des impacts à l'autre bout du monde, en Asie, sur les alliés des États-Unis asiatiques. Et donc, il faut absolument, de toute manière, que les Européens, ils ont voulu croire que Trump 1, c'était une parenthèse. Maintenant, on a payé pour savoir que la parenthèse, c'était Biden, c'était pas Trump. Et donc, cette fois-ci, il faut vraiment qu'on tienne compte de ce nouveau monde et qu'on organise une défense de l'Europe renoncer à l'indépendance, sans renoncer à l'indépendance de la France. Nos invités nous permettent d'aller de thème en thème. On voulait justement évoquer cette question. Si les États-Unis décident de nous lâcher, est-ce que la solution, ce ne serait pas l'Union européenne? Écoutez Ursula von der Leyen. Nous devons urgemment réarmer l'Europe. Nous sommes prêts tous ensemble à défendre la démocratie. Alors, la défense européenne, Nathalie Loiseau, ça doit vous faire plaisir, puisque pendant longtemps, c'était ce que voulait la France, qui prêchait un peu dans le désert finalement. Maintenant, elle est d'actualité, cette défense européenne? Elle est enfin d'actualité. Alors, il ne s'agit pas d'opposer l'Union européenne et l'OTAN, il s'agit de les faire travailler de manière complémentaire. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'OTAN est là, mais on n'est pas certain que les États-Unis déclencheraient l'article 5 s'il y avait besoin de montrer une solidarité avec un pays menacé ou agressé. Article 5, défense mutuelle entre le pays de l'Alliance. Cette simple incertitude et le fait que l'OTAN, comme l'Union européenne, décide à l'unanimité de ses membres, fait qu'il faut évidemment qu'il y ait au moins un pilier européen de l'OTAN qui se renforce. Et puis aussi, le temps a passé depuis la création de l'OTAN. On doit passer à l'âge adulte. On ne peut pas en permanence déléguer notre sécurité à d'autres. Pour nous, Français, c'est une logique assez naturelle. On a vu le général de Gaulle, on a parlé de la dissuasion nucléaire. On a décidé de prendre en main l'essentiel de notre indépendance stratégique. Pour la plupart des autres Européens, c'est une révolution culturelle. Olaf Scholz avait parlé d'un changement d'époque. Bon, il n'est pas allé tout à fait au bout de son discours là-dessus, mais c'est une révolution culturelle et on voit aujourd'hui les Européens ne pas tourner le dos à l'OTAN. Je rappelle que des pays qui étaient neutres comme la Finlande ou comme la Suède ont rejoint l'OTAN. Donc l'OTAN garde une forme d'attractivité, mais travailler en même temps. Vous parlez de rupture, à la défense européenne. De révolution, mais Bruno Tertrais, vous êtes d'accord avec votre voisine? Moi, j'ai l'impression d'entendre ce mot d'Europe de la défense depuis 1945. On en parle tout le temps. Alors, en fait, c'est parce qu'on parle de plusieurs choses différentes. Ah, d'accord. Alors dites-nous. L'Europe de la défense, c'est une expression française totalement intraduisible en anglais qui veut tout et rien dire. C'est, on va dire, l'ensemble des activités des
Européens, sans les Américains, dans le domaine de la défense. Ça peut être des matériels, des exercices, des coopérations, des opérations même, mais ce n'est pas la défense de l'Europe. La défense de l'Europe, je le redis encore une fois, aujourd'hui c'est l'OTAN. À mon avis, demain, si les États-Unis partaient, ça serait quand même encore l'OTAN. Pourquoi ? Parce qu'on a une organisation qui existe depuis 1949, qui marche. On a des Canadiens et des Turcs qui veulent encore travailler avec nous. Et l'Union européenne, elle comprend en revanche des pays comme l'Autriche, par exemple, ou l'Irlande, qui ne sont pas du tout fanats pour faire de la défense collective. Donc on ne va pas réinventer l'eau chaude. Vous dites que l'Europe de la défense, si je vous comprends bien, c'est bidon. Quand est-ce que j'ai dit ça ? Non, vous dites la défense européenne, c'est l'OTAN, mais l'Europe de la défense, cette formulation... C'est absolument pas bidon, c'est extrêmement important. Depuis 1991, on a fait un tas de choses entre Européens. On a fait les opérations majeures que tout le monde a oubliées en Afrique, par exemple. En République démocratique du Congo, on a réussi à stabiliser, à aider à stabiliser des pays africains. On a fait plein de choses que vous avez oubliées, pardon, mais voilà, c'est comme ça. Donc c'est réel. Donc c'est pas du tout bidon. Ça n'est pas la défense de l'Europe face à la Russie, qui aujourd'hui, et sans doute demain à mon sens, restera l'apanage de l'OTAN. Alors la France, de toute façon, est dans les deux. Donc elle continuera à avoir des activités dans le domaine de la défense avec l'Union européenne, qui joue un rôle, Nathalie Loiseau le sait mieux que moi, extrêmement important aujourd'hui pour encourager et abonder les budgets de défense. Ça, c'est très important, mais les affaires sérieuses de la défense au sens propre du terme, ça se fera, à mon avis, toujours dans le cadre de l'OTAN, États-Unis ou pas. Et vous parliez aussi un peu de la dissuasion nucléaire, de l'arme nucléaire. Isabelle Lasserre, dans ce conflit, on a plusieurs des parties prenantes qui ont cette arme nucléaire. Ça change les choses dans un conflit. On peut se menacer de choses très graves. Alors, ça change déjà deux choses fondamentalement. C'est-à-dire que le fait que la Russie possède la bombe nucléaire explique pourquoi les Occidentaux n'ont pas attaqué la Russie. Parce que si la Russie n'avait pas eu la bombe nucléaire, avec ce qui s'est passé, l'invasion de l'Ukraine, il n'est pas impossible que... on aurait attaqué la Russie. Enfin, en tout cas, il n'est pas impossible que l'histoire se serait produite différemment. Donc c'est vrai qu'il y a une guerre conventionnelle menée par la Russie à l'abri de la puissance nucléaire. Ce n'est pas la première fois, parce que depuis Kaliningrad, où la Russie avait entreposé des têtes nucléaires en 2014, au moment de l'annexion de la Crimée, elle fait ces guerres de l'Est sous parapluie nucléaire, ce qui rend effectivement toute action difficile, et même ce qui, en fait, limite le niveau de la menace, vous comprenez ? C'est-à-dire que, en fait, quand on passe des mois et des mois et des mois à décider, est-ce qu'on va envoyer des chars aux Ukrainiens ? Est-ce qu'on va laisser les Ukrainiens taper dans la Russie profonde sur des cibles russes avec des armes occidentales ? Tout ça, c'est contraint et c'est limité par la menace nucléaire. C'est en ça que je disais que l'histoire aurait pu être différente. C'est pas un pays comme un autre, la Russie, avec cette... Mais la France non plus, n'est pas un pays comme un autre, puisqu'elle a la bombe nucléaire. Et c'est très important, surtout en ce moment, quand on rencontre des dirigeants des pays de l'Est, on s'en aperçoit très bien. C'est-à-dire qu'en France, il y a une espèce de décontraction quand même vis-à-vis de ces conflits, parce qu'on est protégé par la bombe nucléaire. Cette décontraction, les pays de l'Est ne l'ont pas. Et ça explique encore aujourd'hui, parfois, leur réserve vis-à-vis du développement de l'autonomie stratégique européenne, parce qu'ils se disent, vous êtes bien sympa, mais vous êtes protégés, et nous, on n'a rien, et vous n'avez pas les moyens de prendre la place des Américains. Donc, en attendant, on garde quand même les Américains. On parle de décontraction. J'ai l'impression qu'il y a aussi une manière d'être un peu plus décontracté sur les sujets nucléaires ces dernières semaines, ces derniers mois, en France, avec un Emmanuel Macron qui évoque le partage du parapluie nucléaire en Europe. Moi, je veux savoir, Nicolas, si c'est un changement, une rupture dans notre doctrine d'emploi de l'arme nucléaire, ou pas du tout, c'est peut-être un changement juste de forme. Non, enfin, en tout cas... Là encore, le président de la République a beaucoup varié, mais il est quand même allé de plus en plus loin dans quelque chose qui représente une vraie rupture. Donc, pour revenir juste une seconde sur l'Ukraine, je rappelle qu'un des énormes problèmes de cette guerre, c'est que l'Ukraine avait accepté de céder ses armes nucléaires, de les rendre, si je puis dire, à la Russie, en échange du fait que sa souveraineté et ses frontières étaient garanties. Donc, ce que fait Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est aussi un énorme appel à la prolifération, et c'est pour ça que, effectivement, la France a de la chance d'avoir non seulement la dissuasion, mais contrairement aux Britanniques, je rappelle que c'est une dissuasion qui est vraiment indépendante. C'est-à-dire que, technologiquement,
ce sont des technologies françaises et que quand on fait appel à des technologies étrangères, il y a des possibilités de substitution. Donc c'est vraiment une filière qui est autonome. Là où Emmanuel Macron a fait une triple rupture, c'est qu'il a proposé de partager cette dissuasion, y compris en permettant par exemple à des avions français d'être basés ou d'aller à l'étranger. Comme les États-Unis. Deuxièmement, il a évoqué le financement par nos partenaires européens. Non. Non. Il l'a tout à l'heure. Bruno Tertrais, parce qu'on sent que vous n'êtes pas d'accord sur cette question. Il l'a dit. Et troisièmement, il a souhaité qu'on débatte du nucléaire à l'intérieur d'une improbable communauté politique européenne qui n'a strictement aucune compétence. Alors, on vous laisse répondre rapidement pour évoquer l'un et l'autre, puisque on voit bien qu'on n'est pas d'accord sur ce plateau. En un mot chacun, Bruno Tertrais, Nathalie Loiseau. Sur ce point, je voudrais répondre à mon ami Nicolas que là, ce n'est pas une question d'être pas d'accord, c'est factuellement inexact. Premièrement, le président de la République n'a jamais parlé de faire payer les autres. Jamais, à aucun moment. Deuxièmement, pour l'instant, il a ouvert des possibilités, il n'a pris aucune décision. Troisièmement, je n'ai pas connaissance, ou alors j'ai raté quelque chose de très important, qu'il est proposé qu'on parle de la dissuasion nucléaire au sein de la CPE, la Communauté politique européenne, qui est cette espèce d'ectoplasme. Le plus important, à mon sens, et c'est à mon avis le fil directeur de votre émission, est-ce que ceci est véritablement une rupture ou non? Et là, on peut débattre. À mon sens, ça n'est pas une rupture. Pourquoi? Parce que premièrement, il faut quand même rappeler que Georges Pompidou, Premier ministre du général de Gaulle, excusez du peu, dit devant l'Assemblée nationale en 1964, la force de dissuasion française protégera automatiquement les Européens. Pour la simple raison, dit Georges Pompidou, qu'eux, ils sont en Europe. Donc nous serions plus crédibles comme protecteurs que les États-Unis qui sont lointains. Donc moi, je ne parlerai pas de rupture, je parlerai en revanche d'évolution. On peut discuter effectivement sur ce point, mais depuis 30 ans, tous les présidents successifs ont cranté un peu plus ce discours, prenant acte du fait qu'il y a un tissu de solidarité politique, économique et militaire aussi entre pays voisins qui n'existait pas à l'époque du général de Gaulle. Voilà. Et c'est Emmanuel Macron qui pourra le doigt sur le bouton, ça restera une prérogative du président de la République, on est bien d'accord. Comme c'est le cas aux États-Unis et comme en Grande-Bretagne. Mais ce qu'avaient dit les autres présidents de la République, je le rappelle quand même, c'était que les intérêts vitaux de la France ne s'arrêtaient pas aux frontières de l'Hexagone. Et ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Bien sûr. Mais c'est très différent de ce que dit aujourd'hui Emmanuel. Alors finissons sur ce mot d'accord. Je crois que ça n'est pas différent. Fondamentalement, je crois que ça n'est pas différent. Il faut qu'on passe à un autre dossier, rapidement. Non, mais il faut avoir les idées claires sur les faits. Il n'y a pas de partage de la décision d'emploi de l'arme nucléaire et il n'y a pas de partage du financement de la dissuasion peut-être de la protection qui nous est garantie par cette arme nucléaire. Il y a une proposition de dialogue stratégique qui avait déjà été faite en 2020. À l'époque, les Européens se disaient « Oh là là, mais ça risque peut-être de faire froncer les sourcils aux Américains. On ne va même pas répondre à ce dialogue. » Aujourd'hui, la situation a changé et on entend les Polonais, les Allemands et d'autres dire « Parlons-en. » Allez, on avance très vite puisqu'il nous reste un thème qu'on voulait évoquer aussi avec vous ce soir, la guerre entre Israël et le Hamas. Dans 2 semaines, la France présidera une conférence internationale à l'ONU. On va revenir sur cette position française avec Marco Pommier. Sur ce conflit entre Israël et la Palestine, la France a eu du mal à faire entendre sa voix. Oui, Elsa, car la France, cette voix, elle l'a longtemps cherchée. Au lendemain du 7 octobre 2023, le monde est sous le choc. Emmanuel Macron condamne fermement les attaques du Hamas qu'il qualifie de terroristes et défend le droit d'Israël à se protéger. Israël a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes, dont le Hamas, par des actions ciblées, mais en préservant les populations civiles, car c'est là le devoir des démocraties. Un mois plus tard, premières inflexions dans la position française. Emmanuel Macron appelle Israël à cesser les bombardements sur Gaza face aux pertes civiles massives. En 2024, 1 an après le 7 octobre, le chef de l'État se prononce pour l'arrêt des livraisons d'armes à Israël. Réponse cinglante de Benyamin Netanyahou. Tous les pays civilisés devraient se tenir fermement aux côtés d'Israël. Pourtant, le président Macron et d'autres dirigeants occidentaux appellent maintenant à des embargos sur les armes. Honte à eux.
Et dans le même temps, les critiques contre la diplomatie française se multiplient. Début avril, par exemple, la France laisse l'avion de Benyamin Netanyahou survoler notre espace aérien alors qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale. Et la diplomatie française, Marc O'Donnell, le change, mais le discours d'Emmanuel Macron continue d'évoluer. Oui, début avril, le chef de l'État envisage même la reconnaissance de la Palestine pour le mois de juin. Un devoir moral, une exigence politique, a-t-il précisé la semaine dernière, en posant sur la table un certain nombre de conditions. Et donc la création d'un État palestinien consécutive à la libération des otages, à la démilitarisation du Hamas, à la non-participation du Hamas dans celui-ci, à la réforme de l'autorité palestinienne, mais d'un État palestinien qui reconnaîtra Israël, son droit à vivre en sécurité. C'est donc la fameuse solution à deux États que la France défend depuis une résolution des Nations Unies en 1947. D'un côté Israël, de l'autre la Palestine. Un sommet pour cette résolution est prévu dans 2 semaines à New York, co-organisé par la France et l'Arabie Saoudite. Notre objectif est de réunir le plus grand nombre possible de pays qui pourraient reconnaître l'État de Palestine et d'autres qui pourraient normaliser leurs relations avec Israël. Énième tentative de peser donc, alors que la France, comme d'autres pays, a fait le constat de son impuissance à l'ONU sur 13 résolutions examinées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cessez-le-feu à Gaza, pause humanitaire, libération des otages. 5 ont été adoptées. À chaque fois, la France a voté pour. Et pourtant, la guerre continue. Merci beaucoup, Marco Pommier. Bruno Tertrais, faut vraiment en attendre quelque chose de ce sommet à l'ONU ? Pas grand-chose de concret, c'est probablement pas ça qui fera avancer la cause palestinienne dans les faits. Parce qu'il y a la diplomatie et puis il y a les faits. La question de la reconnaissance de la Palestine, c'est quelque chose sur lequel la France, à mon avis, à juste titre, est plutôt restée réservée jusqu'à présent. La question avait été posée en 2011, Laurent Fabius en avait parlé, mais ce n'est pas ça qui va régler sur le terrain ni l'existence juridique et physique de l'État de Palestine, ni surtout le sort des Palestiniens. La diplomatie, c'est peut-être aussi des symboles. Oui, mais le problème des symboles, c'est que parfois, à force de faire trop de symboles, eh bien, ça devient contre-productif. Pourquoi ? Parce que tout simplement, plus il y aura de pays, de grands pays, ou de puissance moyenne, si vous voulez, comme la France, membre permanent quand même du Conseil de sécurité, qui reconnaissent la Palestine, plus du côté palestinien, je ne parle pas des Palestiniens de la rue, mais je parle de l'autorité palestinienne, se dira, eh bien, on va attendre que ça nous tombe tout cuit, pardon de la simplification. Donc je pense que ça peut être contre-productif. Le problème, c'est que sur cette affaire, je crois que la France peut encore peser, comme on l'a vu au Sud-Liban, où elle a joué un véritable rôle pour le cessez-le-feu. Mais là, sur le terrain israélo-palestinien, on a cette espèce de position en même temps ou d'équilibre, appelez ça comme vous voulez. Il me semble que le président de la République, en tout cas certains témoignages le montrent, est très préoccupé, à tort ou à raison, par ce qu'on appelle l'importation du conflit. Autrement dit, dans un pays dans lequel vous avez la plus grande communauté juive d'Europe et la plus grande communauté, si on peut parler de communauté musulmane du monde, eh bien, d'Europe, pardon, il a le sentiment que, eh bien, finalement, sa diplomatie est en partie déterminée par les risques d'un côté ou de l'autre que cela peut peser. Je précise que c'est pas forcément, que je partage pas forcément cette manière de faire, mais en même temps, je ne peux pas dire au président, je ne peux pas lui faire de procès d'intention, qu'il n'est pas sincèrement choqué par ce qui se passe depuis quelques semaines en Israël, parce que c'est quand même pas la même chose depuis que c'était le cas il y a 2 ans, et qu'il est peut-être lui-même sincèrement convaincu que la reconnaissance de la Palestine pourrait changer quelque chose. Comment vous interprétez, Nathalie Loiseau, le fait qu'Emmanuel Macron prenne le leadership en Europe et voire même au niveau mondial sur cette reconnaissance de l'État palestinien ? Est-ce que c'est sincère ? Est-ce qu'il y a aussi une situation intérieure ? Alors, d'abord, il n'est pas le premier à y penser. Il y a des pays européens qui l'ont déjà fait, l'Espagne, l'Irlande, d'autres qui y réfléchissent aussi. Je crois qu'il y a une préoccupation forte que je partage, et puis après, je nuancerai mes propos, qui est que le monde a le sentiment que les Européens ont un 2 poids 2 mesures, que l'Ukraine compte plus que tout et que le sort des Palestiniens à Gaza ne nous importe pas. Donc lutter contre ce qu'on appelle les doubles standards est clairement une préoccupation d'Emmanuel Macron. De ce point de vue-là, il a raison. Ensuite, reconnaître l'État de Palestine aujourd'hui, c'est purement symbolique, ça ne change rien à la situation sur le terrain, parce que c'est une impuissance mondiale que l'on constate dans le conflit entre Israël
et le Hamas, et aussi dans l'attitude que le gouvernement israélien peut avoir vis-à-vis des Palestiniens de Cisjordanie. Qui fait mieux ? Qui arrive à imposer au Hamas de libérer les otages, de rendre les armes? Qui parvient à dire à Benyamin Netanyahou que quand il bombarde la Syrie ou qu'il grignote du territoire syrien, il risque de déstabiliser un pays qui sort d'années de dictature et de chaos? Personne, en réalité. Donc on peut faire le reproche à Emmanuel Macron de ne pas y arriver, mais personne n'y arrive. Il essaye d'avoir ce leadership, il a voulu l'avoir avec l'Arabie Saoudite, et je pense que c'était intelligent d'aller vers cette puissance régionale pour essayer de travailler avec elle, mais la contrepartie de la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est le fait qu'un certain nombre de pays de la région ou de pays musulmans reconnaissent l'État d'Israël, et compte tenu de ce qui se passe, j'ai beaucoup de doutes quand vous voyez qu'une délégation de ministres de la région devait se rendre en Cisjordanie, qu'elle en est empêchée par le gouvernement de Benyamin Netanyahou. J'imagine très mal qu'à New York, ces pays décident de reconnaître l'État d'Israël. On suivra, on va clore cette partie géopolitique et on va remercier Isabelle Lasserre, grand reporter au Figaro. Merci pour votre éclairage. Vos analyses. On va ouvrir à présent une page économie. Alors que les États-Unis ont lancé une guerre commerciale, plusieurs questions se présentent à nous. Sommes-nous armés pour y répondre? Quelle est la place pour la France dans ce nouveau monde? En quelque sorte, sommes-nous un pays en perte de vitesse? Sommes-nous un pays toujours attractif? Si l'on en croit Emmanuel Macron, tout va bien. La preuve au château de Versailles. C'était il y a quelques semaines. C'était un sujet signé Stéphanie Despierres. Regardez. C'est une tradition pour Emmanuel Macron. Tous les ans, il endosse son costume préféré, celui de capitaine d'industrie, pour le sommet de Choose France. Le 19 mai, devant un parterre de plus de 200 patrons triés sur le volet, le président de la République annonce 20 milliards d'euros d'investissements étrangers, un record. Quelques heures plus tôt, il arpentait l'usine Daimler dans la Meuse. Le constructeur allemand va investir 90 millions d'euros et créer 600 emplois supplémentaires sur ce site qui fabrique des bus électriques. L'occasion pour Emmanuel Macron de défendre sa politique pro-business. Quand on prend les décisions qui sont peut-être parfois pas les plus populaires de la Terre, mais qui sont cohérentes pour créer une France plus attractive, plus compétitive, plus innovante, créer aussi une Europe plus innovante, on y arrive. Pour la 6e année consécutive, la France reste le pays le plus attractif d'Europe. Mais le tableau est en demi-teinte. En 2024, le nombre d'investissements étrangers a reculé de 14% selon les chiffres du baromètre d'attractivité du cabinet Ernst & Young. Et les entreprises qui s'installent embauchent moins. Les créations de postes ont baissé de 27%. L'Hexagone a fait les frais du contexte international et de l'instabilité politique. La France pâtit aussi de son manque de compétitivité. Ces derniers mois, les plans sociaux se multiplient, comme chez ArcelorMittal, théâtre d'un bras de fer entre Emmanuel Macron et la gauche. L'État français doit intervenir au capital, l'État français doit contraindre Mittal. Le deuxième volet de la réponse sur la sidérurgie et sur un certain nombre d'autres secteurs, c'est des protections européennes, des taxes aux frontières, des barrières douanières, des quotas d'importation, parce que sinon, l'industrie, dans notre continent, c'est fini. L'année dernière, pour la première fois depuis 2015, les fermetures d'usines ont été un peu plus nombreuses que les ouvertures. Si la France est attractive, la réindustrialisation reste encore très fragile. Et pour nous aider à évaluer cette place de la France dans le monde, dans le secteur économique, Chahine Vallée, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, on l'a vu dans le sujet, un peu des images contradictoires. Satisfaction sur les investissements européens, et en même temps, quand on écoute la radio, on entend des plans sociaux, des licenciements. Alors, quelle est la réalité? Qu'est-ce qu'il faut voir? Les deux sont vrais, mais la réalité, c'est que l'économie mondiale et l'économie européenne en particulier ralentit depuis 2 ans, que l'Europe fait face à une triple crise. Une crise énergétique d'abord, qui est les conséquences de ce dont vous avez parlé plus tôt. C'est la guerre en Ukraine qui a eu un effet important sur les prix de l'énergie en Europe, sur le niveau et sur la volatilité des prix en Europe, et ça a eu un effet lourd sur l'industrie. Le deuxième, c'est la concurrence chinoise, qui, dans des tas de domaines, les Chinois étaient nos premiers clients.
Ils deviennent aujourd'hui nos premiers concurrents. Et donc ça, je pense notamment au secteur de l'automobile et notamment de l'automobile électrique. Les Chinois sont devenus des concurrents féroces. Et enfin, la guerre commerciale qui est dormante depuis un petit moment, mais qui a éclaté avec l'élection de Trump, est une autre source de ralentissement et d'incertitude qu'on paye comptant. Mais ce qui veut dire, donc 20 milliards d'euros d'investissement annoncés par Emmanuel Macron, ça veut dire qu'on est toujours attractif, Nicolas Bavrez ? C'est comme ça qu'on l'interprète ? Alors, il y a un paradoxe, c'est que ça a été rappelé, ça fait 6 ans que la France, en tout cas pour les investissements étrangers, est le pays qui arrive en tête. Donc ça, incontestablement, c'est positif. Et c'est d'ailleurs une des rares lignes de continuité du président de la République depuis qu'il a été élu en 2017. Ce qui est vrai néanmoins, c'est que, et là il y a un vrai paradoxe, c'est que la politique vis-à-vis des entreprises françaises, elle est vraiment elle est presque suicidaire quand on voit le budget de 2025. C'est-à-dire qu'on a fait un choc fiscal de 40 milliards, dont les 2 tiers à la charge des entreprises. Et aujourd'hui, si vous voulez, en Europe, on a rappelé les pressions qui s'exercent sur l'Europe. Mais pour aller vite, maintenant, on va voir ce que fait Friedrich Merz en Allemagne. Mais la France est vraiment l'homme malade de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe du Nord va mieux, elle est à la fois compétitive, solidaire, elle fait de la transition écologique et du réarmement face à la Russie. L'Europe du Sud va beaucoup mieux, l'Italie est en excédent primaire, l'Espagne c'est plus de 3% de croissance par an, le Portugal a passé sa dette de 130 à 95% du PIB, même la Grèce est sortie du trou, il y a un pays qui coule, qui est la France. Justement, sur cette question, Nathalie Loiseau, sur la dette, est-ce que le fait d'avoir 3 300 milliards d'euros de dette, ça entame notre crédibilité ? Comment on regarde la France ? Est-ce qu'on la juge crédible en économie ? Heureusement ou malheureusement, on ne prête qu'aux riches et on prête à la France. Ça entame moins notre crédibilité que si ça arrivait à d'autres pays européens. Mais malheureusement, parce que dès qu'une réflexion est entamée sur les déficits et la dette, vous avez une partie de la classe politique en France qui hurle à l'austérité. Or, la France ne connaît absolument aucune politique d'austérité, ni même véritablement une politique de rigueur. On doit trouver 40 milliards d'ici à la fin de l'année pour boucler le budget de l'année prochaine. Écoutez, gouverner, c'est choisir, c'est prendre des priorités, c'est regarder ce qui ne fonctionne pas dans notre modèle et le réparer. Alors évidemment, depuis la dissolution et l'absence de majorité, ce que je dis, je crois qu'il faudra attendre 2027 pour y parvenir. Dire que la France est l'homme malade de l'Europe, on disait exactement ça de l'Allemagne il y a 6 mois. Et l'Allemagne, avec un coût de l'énergie, avec une croissance en berne, avec une exposition aux tensions commerciales beaucoup plus forte que la nôtre, a ses propres difficultés. Donc, vous ne reprenez pas ces termes. Je ne reprends pas ces termes et je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle quand l'Allemagne ne va pas très bien, parce que nos économies sont interdépendantes. Chahine Vallée, oui. Nous avons évidemment des atouts. Et je voudrais quand même dire quelque chose. Il y a des investissements qui se font en France régulièrement pour tout un tas de très bonnes raisons. La qualité de la main-d'œuvre, alors on peut dire, et c'est vrai qu'on ne travaille pas assez dans la vie, etc. Il y a des investissements qui se font. Mais cette diplomatie événementielle, les Choose France, les One Machin Summit en permanence, si ça n'est pas suivi d'une politique et d'actions qui vont dans le même sens, c'est de la poudre aux yeux. Chahine Vallée, juste pour vous faire rebondir sur ce terme de votre voisin, l'homme malade de l'Europe. Est-ce que vous le reprenez à votre compte ? Et est-ce que ça veut dire que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il y a un risque de voir des messieurs du FMI arriver en France pour dire, voilà, il faut faire un grand plan austéritaire ? L'homme malade en termes économiques, je ne partagerai pas le terme. La vérité, c'est qu'en termes purement budgétaires, la situation budgétaire de la France est une des pires d'Europe. Donc ça, c'est véridique et là-dessus, je partage. Après, le budget, c'est pas toute l'économie, mais c'est une partie importante. Donc je pense que la question de comment est-ce que la France va résoudre son problème de déficit et de dette est une question qui reste pleine et entière et une question qui malheureusement entame une autre, qui est qu'est-ce qu'on pourrait faire en Europe de mieux en termes de politique économique. Et moi, je pense qu'une des priorités importantes
pour revenir aussi sur des sujets que vous avez évoqués plus tôt, pour renforcer nos capacités de défense au niveau européen, il faut qu'on ait un endettement commun pour pouvoir financer l'Europe de la défense ou la défense européenne, selon les termes que vous voulez employer. Pour ça, il faut que les Allemands, notamment, nous fassent confiance. Et aujourd'hui, avec le niveau de dette et de déficit qu'on a, c'est très difficile pour eux de s'engager à faire un grand plan d'investissement commun, que ce soit dans la défense ou dans les infrastructures, tant que la France n'est pas plus crédible en termes budgétaires. Et donc ça, je pense que c'est une priorité importante. Et malheureusement, je partage l'avis de Madame Loiseau. J'ai du mal à voir comment on arrive à ça dans la situation politique actuelle, c'est-à-dire avec une majorité très divisée. Et j'ai envie de dire, même une majorité de l'ancien gouvernement, une majorité Renaissance, qui elle-même, sur ces sujets économiques et budgétaires, est divisée et semble incapable, même si elle l'avait, la majorité, d'avancer. Notamment, pas de proposition claire en matière de réduction des dépenses de leur part et pas de proposition claire non plus en matière d'impôts. Et donc, je pense qu'on est dans une impasse à peu près complète où qu'on regarde. Alors, on va essayer de sortir de cette impasse face à la guerre commerciale. En tout cas, la France appelle par exemple ses grands patrons à plus de patriotisme. C'est Marco qui vient nous en parler. Alors Marco, est-ce que les grands patrons français chantent-ils tous cocorico à l'unisson ? En tout cas, Emmanuel Macron les appelle au patriotisme économique, alors que depuis 2 mois, Donald Trump agite la menace d'une hausse massive des droits de douane sur les produits européens importés aux États-Unis. Début avril, le président français a riposté en demandant aux grands patrons de suspendre leurs investissements chez l'oncle Sam. Quel serait le message d'avoir des grands acteurs européens qui se mettent à investir des milliards d'euros dans l'économie américaine au moment où ils sont en train de nous taper? Donc il faut qu'on ait de la solidarité collective. Bon, alors visiblement, le mot d'ordre présidentiel n'a pas vraiment été entendu, notamment par un certain Bernard Arnault. Et pourtant, le patron de LVMH affirme que son groupe est sûrement le plus patriote des entreprises du CAC 40. Patriote, oui, mais très proche de Donald Trump. Lui et son fils, qualifiés de très bons amis par le président américain début mai. Alors face à la menace des taxes américaines, le cœur du patriote français penche plutôt pour les États-Unis. Il faut négocier, comme ont fait les Anglais. C'est pas... Il ne faut pas dire on approuve, on désapprouve, il faut discuter. C'est le premier marché du monde. Et pour l'instant, cette négociation, je ne suis pas sûr qu'elle soit menée comme il faut, au niveau de l'Europe. Le patron de LVMH cajole les Américains. Il faut dire que les États-Unis représentent 25% du chiffre d'affaires du groupe. La France, c'est seulement, vous le voyez, 8%. Et LVMH n'est pas le seul groupe à faire allégeance à Donald Trump. Non, vous avez raison. Regardez cette photo. Elle va arriver début mars. Rodolphe Saadé, le patron français de l'armateur CMA-CGM, se retrouve dans le bureau ovale pour signer un contrat juteux avec Donald Trump. Nous investissons 20 milliards de dollars dans le transport maritime et la logistique, ce qui signifie la création de 10 000 nouveaux emplois américains. Et là encore, il y a des intérêts derrière ces annonces. L'Amérique, c'est 25% du chiffre d'affaires de l'armateur contre 10% en France. Idem pour Sanofi qui a réalisé l'année dernière 49% de ses ventes aux États-Unis et qui compte investir 18 milliards d'euros sur les 5 prochaines années sur le territoire américain. Investir aux US pour éviter les taxes et maintenir la compétitivité. Où jouer la carte du patriotisme, c'est tout le dilemme de nos patrons français. Merci Marco. Bruno Tertrais, quand vous voyez ces grands patrons dans le bureau ovale, est-ce que ça vous gêne ou au contraire vous ressentez un motif de fierté? C'est sur français. Alors ni l'un ni l'autre, je trouve ça parfaitement normal, logique et cohérent qu'un chef d'entreprise défende les intérêts de son groupe, quelle que soit la manière. Alors, il défend son portefeuille, pas la nation. En gros, c'est ça. Même en pleine guerre commerciale, quand même. Mais c'est pas leur job. Leur job n'est pas de défendre la nation. J'avoue que je suis très patriote, mais la notion de patriotisme économique, à mon avis, pour un groupe multinational, surtout les plus grands que vous avez mentionnés, franchement, ça laisse perplexe. Donc je comprends que le président de la République puisse faire cet appel. Je ne suis pas sûr que si j'étais à leur place, Dieu merci, je ne le serai jamais, je réagirais extrêmement différemment. Alors on peut contester en revanche la manière dont trop vite on va faire du charme à Donald Trump en espérant que ça marche. Mais voilà, je suis un petit peu sceptique sur la notion même de patriotisme économique, mais je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues. Alors Nathalie Loiseau, déjà dans cette guerre commerciale, est-ce qu'on peut y voir, allez, on va tenter d'être un peu optimiste, une forme d'opportunité pour la France? Bon, on peut aussi essayer de se réindustrialiser, d'être moins dépendant des États-Unis, de la Chine aussi dont on parlait. Au moins, ça nous oblige à réfléchir, redéfinir notre modèle.
Il y a un premier élément que je trouvais important et presque réjouissant, c'est qu'aujourd'hui, Donald Trump montre le caractère caricatural du protectionnisme. Alors que dans ce pays, en France, une grande partie de la classe politique n'a d'autre vision économique que le protectionnisme. Vous avez entendu François Ruffin faire du Trump et nous dire que le meilleur moyen de continuer à garder nos industries, c'est de se fermer derrière des tarifs. Sauf que dès qu'on en met, d'autres en mettent en face. Et on voit très bien qu'on ne peut plus exporter dans nos secteurs de pointe. Ça ne marche pas. Donc ça, de ce point de vue-là, qu'un peu de libéralisme puisse entrer dans la conversation d'un pays qui a malheureusement une culture économique perfectible, ne fait pas de mal. Quand j'entends en revanche Bernard Arnault dire qu'à faire comme les Britanniques, ils ont très vite signé un accord avec les Américains et ces pauvres Européens en sont incapables. Mais évidemment que les Britanniques se sont fait manger tout cru tout de suite. Depuis le Brexit, ils n'étaient plus du tout en situation de tenir tête. Et ils acceptent d'importer des denrées qu'on ne voudrait pas, nous, importer des États-Unis en Europe. Le fait que ça prenne du temps dans la négociation ou l'absence de négociation entre l'Union européenne et les États-Unis, c'est le fait qu'au niveau européen, on est un marché qui fait réfléchir les entreprises américaines. Et c'est ce patriotisme-là que je voudrais qu'on garde. C'est-à-dire cette notion qu'à 450 millions, on peut discuter d'égal à égal avec les... Il nous reste 2 minutes, si on peut rester sur une note d'optimisme, s'il vous plaît. Nicolas Bavrez, Chahine Vallée, on a des atouts, on a les JO, on a la Ligue des Champions, on a pas mal de choses qui peuvent attirer des investisseurs. L'opposition patriotisme et défense des groupes mondialisés, je ne suis pas du tout sûr qu'elle soit justifiée. Et aujourd'hui, l'économie française, elle tient beaucoup sur les grands groupes avec les filières qui sont derrière. Donc quand on défend leur activité, on rend service au pays et c'est important. Deuxièmement, c'est vrai que la France a des atouts, ça rend d'autant plus scandaleux l'état dans lequel elle se trouve, à ne plus avoir de croissance, d'avoir un chômage permanent depuis quasiment 50 ans et d'avoir décroché technologiquement. C'est vraiment non, mais c'est nos bêtises. Donc si on arrête, ça peut aller beaucoup mieux. Et la troisième chose, c'est qu'effectivement, Donald Trump, en faisant basculer les États-Unis vers l'illibéralisme, peut rendre un service à l'Europe à condition qu'on se bouge. C'est-à-dire que l'Europe peut devenir... C'est autour de l'Europe qu'on peut peut-être construire la survie de la liberté économique et politique au XXIe siècle. Et ça, c'est un vrai projet. Et ça, c'est un projet qui peut faire de la croissance, de la cohésion et un bel avenir. Non, je partage. Je pense que les sources d'espoir, c'est qu'en effet, les Européens sont relativement unis dans le fait qu'il faut répondre avec vigueur face à l'administration américaine. Et ça, les sondages d'opinion partout en Europe le montrent. D'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est qu'on n'en fasse pas assez. En fait, les Européens en attendent davantage. Le deuxième point là-dessus, je partage tout à fait, c'est que l'Europe est une chance. Et on a aussi la chance d'avoir des États européens plutôt unis autour de cette question, notamment à cause ou grâce à la guerre en Ukraine. Et enfin, le troisième source d'espoir, c'est qu'on voit quand même un début de changement assez important en Allemagne avec les élections qui viennent de se dérouler et ce nouveau gouvernement. Et donc ça, je pense que ça ouvre peut-être des perspectives importantes pour nous en Europe et en particulier pour le franco-allemand. Allez, merci à tous. On a vu la place de la France dans le monde. Elle se réinvente. Merci Nathalie Loiseau, Bruno Tertrais, Chahine Vallée et Nicolas Bavrez. Merci Elsa. Merci à tous. Et n'oubliez pas, LCP Public Sénat, c'est désormais sur la 8 de la TNT.